Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est pas tout à fait la rentrée, mais presque. Vous savez que nous avons entamé une espèce de challenge fantastique pour les 36 heures pour la Martinique, les 36 heures pour demain. Et c'est un nouvel épisode auquel je vous convie ce soir. Merci de votre fidélité, merci de vos messages qui sont très nombreux, et puis merci de votre soutien. Et surtout pour ceux qui sont impliqués directement, merci pour votre, implication totale dans les ateliers, parce que beaucoup d'entre vous, via la télévision, nous ont appelés et ont souhaité venir nous rejoindre. Alors, cette émission est centrale parce que le chef d'orchestre de cette opération, les chefs d'orchestre de cette opération sont là ce soir. Nous avons volontairement écarté tous ceux qui ne pesaient pas, je plaisante messieurs, pour parler d'une thématique centrale qui est celle du bien vivre ensemble. Alors vous allez me dire que par les temps qui courent, c'est une véritable gageure, mais bon, nous allons quand même répondre à ce défi. Et pour nous en parler, j'ai souhaité avoir la présence de Serge Domy. Bonsoir. Notre sociologue préféré. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Emmanuel de Rénal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est notre publicitaire préféré. J'espère que je ne serai pas matraqué à l'issue de cette émission. Et puis, le patron de cette aventure, j'espère que cette connotation vous va parfaitement, aimer cette connotation totalement négative. Patronal. Et aimer Charles Nicolas qui est à l'origine, avec Serge Domy, de cette espèce de folie furieuse, de réflexion des Martiniquais sur l'avenir de la Martinique à horizon 2036. Oui, Martinique, 36 heures pour demain. Voilà. En nous faille. En nous faille, surtout. Faut pas oublier la signature. Ah oui, en nous faille. Bon, très bien. Et donc, non, ce que je voulais ajouter, c'est que normalement, l'événement aurait dû avoir lieu les 24, 25 et 26 septembre, et que nous sommes obligés de le reporter. Oui, alors, est-ce que vous avez des dates ou une période ? Oui, nous avons une période qui est définie maintenant, c'est la fin du mois de janvier 2022, parce qu'auparavant, on est sûr de rien, mais même pour la fin du mois de janvier, on est sûr de rien non plus. Mais enfin, il fallait bien fixer quelque chose d'approximatif. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que bon, les gens étaient déjà frustrés à l'idée qu'après le fin septembre, il n'y aurait eu plus rien, mais là, on leur donne, on leur donne de l'espoir, parce que, évidemment, la situation étant ce qu'elle est sur le plan sanitaire, je pense que la notion même d'espoir est centrale. Oui, c'est d'ailleurs la bonne nouvelle. Justement, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette opération Martinique 36 heures pour demain, l'espoir est revenu. Très bien. Alors, on va quand même rappeler le contenu, puisqu'il y a des petits nouveaux qui viennent d'arriver ce soir. Il y a des gens qui ont zappé et qui ont dit « génial ». Il y a des gens très intéressants sur ce plateau. Enfin, Marajo a pris conscience qu'il nous fallait des gens intéressants. Bon, et qui vont rester. Alors, on va leur expliquer ce que c'est. Et donc, Aimé, je vous repasse la parole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Martinique 36 heures pour demain ? En deux mots. En deux mots, c'est une opération pour dynamiser la Martinique et pour répondre à un certain nombre de questions difficiles qui se posent aujourd'hui à la Martinique à travers des ateliers avec des ateliers de travail, des ateliers donc de créativité, des ateliers d'imagination pour construire la Martinique de demain, et avec le partenariat étroit et engagé de l'UNESCO. Ce qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien. Il y a des gens qui cherchent des partenariats dans tous les sens en Martinique, et puis vous, mine de rien, l'UNESCO. Mais non, c'est l'excellence. Oui, on a compris. On a compris. C'est pour ça qu'il y a autant de gens, d'ailleurs, qui nous appellent et qui nous disent, mais comment vous réussissez à faire ça avec autant de gens qui viennent s'agréger autour de vous, et nos amis, les élus, n'y arrivent pas ?
Ah ben, C'est une question. je pense que c'est une question de confiance, je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de la confiance de ces organismes internationaux, et en particulier de l'UNESCO, qui nous donne un sérieux coup de main, qui est déjà venu. Qu'est-ce qu'ils apportent? Mais ils apportent une compétence dans la créativité et dans ce qu'ils appellent la littératie des futurs ou du futur, mais c'est parce que ils se sont spécialisés dans l'invention, la pensée du futur. J'ai bien l'impression que nous servons malgré tout de cobayes. À vrai dire, ils ont déjà fait quelques expériences ponctuelles, mais nous sommes dans un travail de fond, parce que nous avons commencé à travailler avec eux depuis février 2020. Et en plus, ça s'applique à un territoire entier, là. Et là, ça s'applique à un territoire entier, d'une part, avec beaucoup de monde. Et donc, avec toute la population de la Martinique. Et donc, ils sont évidemment là, à la fois très, très, très heureux de pouvoir travailler avec nous et très inquiets de comment ça va avancer. Et effectivement, ils ont fait des rapports déjà à la direction générale qui sont très élogieux pour le travail qui est réalisé à la Martinique, puisque, comme je le disais, on a commencé, ça fait déjà plus d'1 an et demi. Alors toujours pour les gens qui nous regardent pour la première fois, parce que je sais qu'on a beaucoup de fidèles, mais il y a des nouveaux, à quoi ça va servir? Alors ça, donc on va travailler aussi avec des Martiniquais, pas qu'avec l'UNESCO, on travaille aussi avec des Martiniquais, avec en particulier une Martiniquaise qui s'appelle Sylvie Mélien, qui est historienne. Et à quoi ça va servir? Ça va servir déjà à, je disais, créer ensemble un projet pour la Martinique de 2036. Parce qu'on a fixé l'horizon à 2036. Arbitrairement, disons. Oui, sans préjuger des élections. Enfin, j'ai cherché, il n'y en a pas. 2036, ça va aller. C'est une année calme. On a évité 2035 et 2037. Bon, bref. Donc, effectivement, il s'agit de dynamiser la population de la Martinique afin de... En regardant en face. C'est pas afin de, d'ailleurs, c'est plutôt le fait de penser, d'imaginer, de construire la Martinique de 2036 ensemble, va créer une dynamisation, a commencé déjà à créer une dynamisation. C'est comme ça d'ailleurs que nous arrivons à supporter la crise du Covid. C'est grâce à ce travail de fond que nous faisons. Et les gens gardent espoir. Enfin, une bonne partie des gens quand même. On va en discuter, ça va être la thématique centrale de cette émission. Et ça va déboucher sur des projets. Voilà. De manière très concrète, vous pouvez nous citer quelques exemples? Oui, ça va déboucher sur des projets précis en matière, par exemple, d'agriculture, en matière de culture, en matière d'éducation. Nous avons donc un certain nombre de projets qui sont avancés et qui ne sont pas encore finalisés. Et il faut dire que du côté de Sylvie Mélien et des ateliers de hackathon, elle appelle ça donc le Madiathon, ce sont des mots barbares qui veulent dire qu'on travaille ensemble. Oui. Et on de manière dense, sur des périodes courtes, comme un marathon. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, avec un certain nombre de petits outils pour stimuler l'imagination. Et puis, avec l'UNESCO, c'est un type de travail un petit peu différent, focalisé sur l'avenir. Bon, c'est-à-dire que la thématique, c'est 2036 ou 2050. Alors, ça aboutit à des projets qui vont aller jusqu'à la concrétisation, la création d'entreprises, des choses comme ça? Voilà, c'est ça, exactement. Avec aussi des projets peut-être moins réalistes, plus utopiques, mais qui ne sont pas encore vraiment faisables, mais qui peuvent éventuellement trouver une réalisation dans quelques années. Parce que vous savez, les gens utopiques, ce sont des gens qui ont raison un peu avant nous. Avant les autres, oui. Bon, et donc, il y aura des projets concrets, il y aura des projets utopiques, et il y aura également sur le plan des modifications que nous attendons, il y aura un laboratoire
un laboratoire d'une trentaine de personnes qui seront spécialisées dans l'imagination du futur, qui auront déjà, grâce à plusieurs exercices, acquis une compétence dans la manière de penser l'avenir. Et ces gens-là, donc, qui vont constituer un laboratoire, seront à la disposition des enseignants, des chefs d'entreprise, des politiciens, de tout le monde, de tous ceux qui veulent imaginer l'avenir et construire la Martinique de demain. Ce laboratoire est destiné à être pérennisé ? Oui, alors ce laboratoire sera pérennisé, en effet. Il sera là en permanence. Il sera constitué donc de spécialistes du futur et il sera peut-être même universal. Allez, on le refait, mais moins crispé. Universitarisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il sera donc, il faudra faire l'objet d'une thèse, oui, il y aura une thèse forcément sur ce travail, mais je me disais qu'il allait peut-être prendre la forme d'une chaire du futur. Très bien. J'ai l'impression que là, vous faites en même temps, en direct, un exercice d'imagination absolue. Non, non. Parce que la plupart des types qui sont concernés ne sont même pas encore au courant. Non, pas du tout. Il y aura un laboratoire, une chaire, mais non, on a déjà discuté de ça. Non. C'est notre spécialité, vous savez, la Martinique. Nous inventons en parlant. Alors, ça me permet de cette respiration volontaire du professeur Aimé Charles Nicolas. Je vous rappelle qu'il est psychiatre quand même pour certains d'entre vous, mais ne nous appelez pas. Il n'y aura évidemment pas de séance de psychothérapie en direct, on est bien d'accord. Hein. Bon, là, vous faites une pause, on va dire ça comme ça. Serge Domy, je ne vais pas vous reposer la question parce que vous nous avez déjà amené la réponse. Qu'est-ce que vous faites dans cette galère ? Mais cet après-midi, ce soir plutôt, nous avons choisi de traiter une thématique qui est celle du vivre ensemble après toutes les thématiques que nous avons passées en revue. Nous avons fait l'agriculture, nous avons fait l'économie, le développement durable, l'éducation, etc., etc. Là, c'est le vivre ensemble. Et j'ai l'impression que finalement, ce thème central est à l'origine même du projet. C'est vrai parce que quand on a identifié, quand on travaillait à l'identification des thématiques autour desquelles, effectivement, donc il fallait convier la population à réfléchir, c'est vrai que le vivre ensemble a été un des premiers thèmes. Et en plus, effectivement, un thème qui a fait relativement consensus. Mais pour quelle raison ? Alors, il me semble... Parce que pour un certain nombre d'entre nous, moi je pense aux gens qui habitent Grand-Rivière, je pense aux gens qui habitent la campagne de Basse-Pointe. Bon, le vivre ensemble, c'est pas une question. Justement, c'est à la fois cela et en même temps, c'est pas cela. C'est pas une question au sens où, si on veut, c'est vrai que nous avons une communauté de vivre, une communauté qui exerce, qui travaille, qui échange, qui fait des choses. Parce que des guerres civiles, je vais un peu loin, mais bon, des guerres civiles en Martinique, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Ça, c'est vrai. On est bien d'accord. C'est une communauté qui est traversée de soubresauts, de violences comme toutes les autres, mais qui n'est pas marquée par des génocides d'une population contre une autre. Je parle de manière contemporaine. C'est plutôt une communauté apaisée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, non, mais c'est plutôt une communauté apaisée, mais qui, justement, dans son histoire et dans sa constitution, cette communauté a appris à élaborer, justement, cette espèce de socle commun. Ouais. Je vous donne des exemples. Ne serait-ce que la question du créole, le créole comme langue. Ouais. Et effectivement, a été un élément central pour permettre à ce conglomérat d'hommes et de femmes qui viennent de partout de pouvoir, justement, autour d'une langue, avoir effectivement une dimension d'échange. Je parle également, par exemple, tout à l'heure, là, nous parlions effectivement de la prégnance et de la puissance d'un personnage comme celui du conteur. Le conteur a été, dans notre histoire, et même peut-être même au premier temps de notre histoire, à la période effectivement où l'esclavage était en train de s'installer, a été effectivement peut-être ce personnage justement qui, à travers ses interventions, à travers ses paroles publiques le soir, etc.,
a pu donner à ce conglomérat d'hommes et de femmes, justement, un sentiment de lier et de se lier. Ouais. Et par exemple, moi, je pense, sur la question du futur, que le conteur est aussi, justement, un des représentants, justement, sur le bâti du futur. Parce que comment, à partir d'un existant suffisamment chahuté, souffreteux, comment effectivement faire en sorte que les hommes puissent se rassembler, être ensemble, alors qu'ils viennent souvent de lieux différents, de lieux de cultures différentes, de langues différentes, dans des conditions matérielles très fortes, parce que c'est la colonisation, c'est l'esclavage, etc. Comment, à partir de ça, on a pu créer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, la réponse a été donnée par le fait que nous existions. Si nous avons pu, justement, faire peuple, et si nous avons pu, justement, traverser les siècles à travers cela, c'est que nous avons su créer, effectivement, c'est vrai, ce vivre ensemble. Mais en même temps, nous avons aussi un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que nous sommes dans l'atomisation, qui nous montrent que nous rapatrions en tout sens, qui nous montre que justement que ce pays a peut-être perdu de points de centration, a peut-être perdu son nombril, a peut-être perdu effectivement donc un corps qui aujourd'hui s'unifie et se rassemble autour de choses. Et c'est une des raisons pour laquelle Aimé, à mon avis, a très vite compris l'importance de ce travail-là. Et il me semble effectivement que projeter, c'est d'une certaine manière, on commence par se rassembler. Alors, Emmanuel de Rênal, on a bien l'impression que cette espèce de volonté de vivre ensemble, qui est fortement concurrencée, comme vient de le dire Serge Domy, par cette volonté de ne plus vivre ensemble, qui existe, hein. On a bien l'impression qu'à travers des soubresauts, notamment toute l'histoire des antagonismes historiques, des antagonismes entre les Noirs, les Békés, les Mulattes. Là, on a une notion de colorisation de cette société qui tente de vivre ensemble, que ça n'épargne aucun secteur. Et vous, qui êtes plutôt spécialiste de la communication et de l'économie, vous dites, enfin si j'ai bien lu, vous dites, attention, l'économie est menacée par, l'économie, donc la société, est menacée justement par ces soubresauts qui auraient tendance à déchirer cette espèce de consensus auquel on était arrivé. Oui, je crois que la société évolue dans un sens qui n'est pas forcément bon. Donc il faut aussi mettre des mots sur ces évolutions. Quand on regarde ce que nous étions il y a 30 ans, par exemple, il y avait en Martinique des instruments très opérationnels de brassage des populations. Il y avait l'internat, il y avait les grands internats du lycée Schellcher et des grands lycées, il y avait le service militaire, autrement dit, il y avait des rendez-vous où les populations, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur appartenance socio-ethnique, se retrouvaient et menaient un bout de vie ensemble, sans aucune différence. Et ces éléments de brassage ont disparu les uns après les autres. Il y avait les grandes kermesses dans les communes. Il y avait beaucoup d'éléments en réalité qui faisaient qu'il y avait quand même ce brassage. Et puis le mode de vie a évolué aussi depuis une trentaine d'années. Les communes se sont désertées, il y a eu des rapprochements dans des zones d'habitat qui se sont homogénéisées, et donc il y a des passerelles qui se sont coupées entre les communautés. Et puis là-dessus, on peut rajouter une couche qui est quand même très clivante, qui est celle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça n'est rien d'autre que j'aime ou je n'aime pas. Et la notion de nuance qu'il y a entre les deux, ça n'existe pas. Quand on est sur Facebook, soit en dislike, soit en like. Et donc, on est dans une société qui se tend, qui se distend. Et le vivre ensemble est mis à mal par ces évolutions-là. Et donc, nous pensons qu'il faut vraiment compenser ces travers de la société
Je peux rajouter aussi l'effondrement du monde associatif, qui est en grande difficulté. Ce milieu, qui est un milieu essentiel pour l'équilibre d'une société, n'a jamais été aussi appauvri qu'en ce moment. Enfin, quand on regarde comment les clubs se débattent pour en tenir leurs activités, c'est terrifiant. Et donc, il y a une zone de vie, qui est la zone associative, la zone de vivre ensemble, la zone de convergence qu'il faut maintenant relancer. Mais comment l'économie... Alors, qu'est-ce que l'économie vient faire là-dedans? Voilà, c'est ça la question. D'abord, l'économie s'appuie sur des entreprises, et curieusement, les entreprises sont peut-être les derniers bastions du vivre ensemble. Ce sont des unités, des petites communautés qui sont composées d'hommes et de femmes différents, qui travaillent ensemble sur des projets. C'est ça l'entreprise. Et l'entreprise parvient finalement à avancer plutôt bien aujourd'hui dans cette vision des choses. D'ailleurs, la conflictualité en entreprise privée a fortement baissé depuis 20 ans. Elle a chuté depuis quelques années. Il y a beaucoup moins de conflits dans les entreprises privées. Il y a encore quelques conflits ça et là, d'abord et avant tout dans les entreprises publiques ou parapubliques. Donc ça montre bien que quand on apporte une organisation de vivre ensemble, ça réagit plutôt bien. Donc l'entreprise est plutôt, je dirais, le bon symbole de ce qu'il faut faire, mais qui correspond à des micro-unités qui ne sont pas suffisantes à l'échelle d'un territoire. Et puis, une entreprise, une économie, a besoin de s'appuyer sur un projet de société global qui embarque l'ensemble de ses habitants, de ses composantes, pour faire rayonner plus fortement son pays, son territoire, et pour dynamiser toutes les machines qui rentrent en branle dans l'économie. Et donc on ne peut pas imaginer une économie qui marche bien dans une société qui marche mal. Ça n'est pas possible. Ouais. Aimé, vous vouliez réagir? Oui, je me disais que si on définit le vivre ensemble comme un lien social, peut-être que c'est pas par hasard que vous avez choisi tout à l'heure Grand-Rivière et les campagnes de Basse-Pointe. C'est pas tout à fait par hasard, parce qu'il y a quand même des poches où on peut retrouver une certaine intensité du lien social. À cause de la taille du réservoir de population, probablement. Pas seulement, parce que je pense... Et de l'environnement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a déjà le lien à la nature qui joue, dont on pourra parler tout à l'heure, s'agissant de vivre ensemble. Il n'y a pas que le vivre ensemble entre humains, il y a aussi le lien qu'on peut avoir avec des choses différentes, des gens différents, des animaux, enfin bon, bref. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on trouve à Grand-Rivière comme à Basse-Pointe cette intensité du lien, c'est-à-dire qu'on se sent concerné par les voisins. On se sent concerné par l'avenir de l'enfant. On lui demande comment ça va à l'école. Est-ce que tu réussis bien à l'école? C'est une question qu'on ne pose pas à Fort-de-France. Ouais. C'est une question qu'on ne pose pas à Fort-de-France. On n'ose pas, peut-être. Mais enfin, bref, ce qui est intéressant, c'est que à Grand-Rivière comme à Basse-Pointe, il y a déjà ce concernement avec, d'une part, quelque chose qui est de l'ordre de la tolérance. C'est pour ça qu'on parle du vivre ensemble, de la tolérance de la différence. Les gens sont différents, mais on accepte qu'ils soient différents. Il y a toujours un bras d'arc, je ne sais plus comment... Enfin, moi, de mon temps au Marin, il y avait effectivement deux personnages comme ça qui étaient très différents, dont les enfants se moquaient, mais qui étaient parfaitement respectés des adultes. Et puis, il y a aussi donc ce fait d'avoir le souci de l'autre. Oui, vous faites le lien souvent entre la tolérance, j'allais dire à minima, et puis la solidarité au maximum. Exactement, c'est ça, moi c'est ma définition du vivre ensemble, c'est au minimum la tolérance, au maximum la solidarité. Mais on en est où ici ? Là, ça dépend justement. Ce que je veux dire. On en est où chez nous ? Ce que je veux dire, c'est que. Parce que ce qu'Emmanuel décrit, c'est qu'on était probablement à très haut niveau, à la solidarité. Oui. Et on l'a vécu. Moi, quand je reprends l'histoire, alors je l'ai vécu moi dans ma prime enfance à Grand-Rivière, on en parlait, et au Robert.
Et on serait passé à la tolérance minimale, quoi. C'est ça. Non, parce qu'il y a des moments. Il y a la catastrophe naturelle qui crée en effet un mouvement de solidarité. On ne peut pas dire qu'en Martinique, il n'y ait pas ce mouvement-là. Effectivement, quand on est comme ça dans l'ennui, et puis dans la catastrophe, il y a ce mouvement de solidarité. Mais dans le monde entier. Oui. Qu'est-ce qui nous singulariserait? Parce que... Non, ce qui nous singularise, c'est malheureusement le fait que lorsqu'il s'agit de se mettre ensemble pour faire quelque chose pour l'avenir, personne ne va là. Alors, nous, ce qui nous intéresse ce soir, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'abord, de prime abord, d'identifier les raisons, les causes de cette espèce d'élitement. Oui. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on parlera des solutions de futur. Messieurs, qu'est-ce qui a causé cette espèce de délitement? Est-ce que c'est la modernité? Est-ce que c'est la destruction de la cellule familiale? Est-ce que c'est l'exil? Parce que il y a quand même 185 000 Martiniquais qui ont quitté leur île âgés de 25 ans ou moins au cours des 50 dernières années. Voilà. Oui, alors... Quelles sont les causes de ce délitement? Moi, il me semble qu'il y en a 3 essentielles. D'accord? La première, effectivement, donc, elle n'est peut-être pas la première, à mon avis, elle est liée à cette situation un peu spéciale de la Martinique qui, finalement, n'a jamais eu véritablement, dans son histoire, un pôle constituant et constitutif de sa trajectoire historique. C'est-à-dire que, quelque part, l'autorité publique, à la Martinique, a toujours été happée par un extérieur, la France, qui, d'une certaine manière, n'a pas permis l'émergence, d'accord, d'un véritable sens de la responsabilité pays, de la responsabilité publique à assumer en tant que telle. Donc, première cause, éminemment et noblement politique, en fait. Oui, au sens institutionnel du terme. Je pense que nous héritons d'une situation qui, effectivement, alors, pour X raisons d'ailleurs, parce que ça, mais je veux dire que constitutionnellement, là où souvent des pays, même s'ils sont pauvres, apprennent à se rassembler parce qu'ils ont à décider de ce qu'ils vont faire, etc. Il n'y a pas de filet. Exact, il n'y a pas de filet. Alors que nous avons effectivement vécu en permanence dans ce rapport-là. Alors il y a des noms, évidemment c'est des gros mots, assimilation, dépendance, colonialisme, c'est ça en fait. Oui, mais pour moi ce qui est important c'est que ça a généré donc, dans notre collectivité, effectivement, cette espèce de situation où finalement, au-delà de la solidarité interindividuelle, il n'y a jamais eu justement une projection autour justement d'une communauté qui se bâtit, qui se projette en tant que telle. Donc pas de centralité, pas de collectif. Qui n'apprend pas fondamentalement effectivement à faire émerger de ses propres entrailles et de sa propre histoire un certain nombre d'éléments bâtisseurs. Un de mes amis disait, au lieu d'avoir une culture du propriétaire, nous avons une culture du locataire. Oui, tout à fait. C'est ça en fait. Quelque part, oui. Ouais. Alors ça, c'est la première. Alors, une deuxième raison, et vous parliez tout à l'heure de l'exil, c'est vrai. Auparavant, en tout cas en ce qui concerne, par exemple, mon expérience de trajectoire historique, nous avions souvent, même dans la vie, un certain nombre de repères. Je prends l'exemple des grands frères. Nous avions souvent, effectivement, nous adolescents, nous jeunes qui montions, un certain nombre de grands frères, c'est-à-dire, en fin de compte, qui permettaient cette espèce de lien entre l'enfance et les adultes, qui nous permettaient... Alors, ces grands frères sont partis du fait du fait, effectivement, des migrations massives, etc. D'accord? Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve quoi? Eh bien, on se retrouve avec les réseaux sociaux. On se retrouve avec une espèce de choses qui viennent de l'extérieur et qui prennent les têtes, d'accord? Les enfants regardent la télé, avalent des choses, etc. Et ce processus même, justement, à travers lequel on habite le pays, à travers cette espèce de dynamique, d'articulation avec différentes
tranche du tissu social, cette dynamique-là a disparu. En fait, ce que vous mettez en exergue, c'est la disparition du processus de maturation. De maturation interne et collective. D'accord. D'accord. Et souvent, effectivement, bon, bien, par exemple, la disparition des grands frères est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, dans les quartiers, etc., on se trouve, les enfants sont souvent seuls avec quoi? Avec des images qu'ils ont dans leur tête et qui leur servent de référence. Ouais. Et à partir desquelles, effectivement, ils croient que la vie, c'est cinéma et que le cinéma, c'est la vie. Et donc, comme au cinéma, il y a des armes, il faut avoir des armes. Exactement. Ça c'est effectivement le deuxième élément. Deuxième élément, oui. Et le troisième élément, c'est que moi, je pense que le processus de décentralisation qui nous a concernés, fondamentalement, n'a pas été véritablement habité par nous. Dans le jeu politique, dans la trajectoire politique, effectivement, les revendications politiques cette dimension de la décentralisation est venue un plus à côté. On n'a pas su véritablement intégrer cette dimension de la décentralisation par rapport à notre trajectoire historique, qui est un pays à la fois colonisé, racialisé. Donc c'est un rendez-vous raté. Etc. En fait. Un rendez-vous raté. Quelque part, nous n'avons pas su effectivement lier à la fois l'opportunité que présentait cette décentralisation-là par rapport au relent majeur de notre trajectoire historique. Très bien. Mais vous en pensez quoi, vous qui rentrez dans la tête des gens? Vous retrouvez ça, cette description on va dire des facteurs qui ont favorisé ce délitement du vivre ensemble? Oui, moi je crois qu'en effet, là, Serge a parfaitement raison. Et en plus, c'est une explication qui est relativement originale, hein, parce que ça n'a pas... Moi, je n'ai pas lu ça encore. Ouais, c'est pour ça que ces émissions sont fantastiques, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Non, c'est très juste, parce que ce rendez-vous raté avec la décentralisation, elle n'est pas seulement le fait de la population, elle est fait aussi le fait de ces élites d'une manière générale. Et je ne parle pas seulement des élites politiques, mais aussi les élites intellectuelles. Mais est-ce que c'est pas la quintessence même des conséquences de la colonisation? Parce que quand vous formatez à la dépendance pendant des siècles, ça va faire 4 siècles là, bientôt, ce sera juste avant votre événement de 2036. C'est bien ça, c'est 1635. Oui. Le drapeau français sur la terre des Caraïbes martiniquais. Vous créez probablement une espèce de découragement massif à la prise de responsabilité. Mais non, justement, comme cette dépendance et cette assimilation ont été toutes les deux dénoncées par les élites, ces élites en sont restées là. Oui, mais attendez, c'est les mêmes élites qui dénonçaient la colonisation, l'assimilation, qui, une fois arrivées à Paris, trouvaient fantastique d'être reçues par l'establishment français, non? Cette espèce de double jeu permanent. Oui. Alors, justement, mais en plus, moi, je trouve qu'il y avait non seulement une démission par rapport à cette décentralisation qu'on n'a pas su utiliser, mais que le mépris pour l'aliéné, pour le Martiniquais aliéné, a continué à faire des ravages. Parce qu'on aurait pu ouvrir sur une construction de l'homme nouveau, du Martiniquais nouveau, ce qui n'a pas été fait du tout. Et donc je vois que il opine du Bonnet, il est d'accord. Non, mais et Emmanuel aussi, je suppose, parce qu'en effet, on avait là une opportunité pour abandonner cette stigmatisation et cette cette façon de mépriser le Martiniquais aliéné. Ce mot a fait beaucoup de ravages quand même, et n'a rien résolu, parce que il pensait nous faire réagir avec ce mot aliéné. Il pensait nous dire vous êtes aliénés, vous êtes des Français habillés. Vous êtes vendus.
C'est plus que ça. Vous êtes donc des... Vous êtes vide. Vous êtes des Noirs habillés en blanc. Oui, c'est ça. Vous êtes des Noirs habillés en blanc. Voilà, mais là, on l'a entendu. C'est le biscuit, là, qui n'ont encore... Non, quel est le nom de ce biscuit qui est chocolat? Le Bounty. Qui est chocolat à l'extérieur et puis blanc à l'intérieur. Bon, bref. Donc, non, je trouve que les élites ont beaucoup de responsabilités, là, graves, parce qu'ils ont raté tous les rendez-vous. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été dépassés par le réalisme, le pragmatisme absolu? S'il y a bien quelque chose qu'on a, nous, insulaires, c'est notre pragmatisme. Parce que, finalement, les mecs nous ont laissé tomber pendant 300 ans, on est bien d'accord. L'exemple le plus parfait, c'est éruption de la montagne Pelée, 30 000 morts en 30 secondes, et aucun secours, aucune indemnisation de la mère patrie. C'est les mecs, démerdez-vous. Non, attendez, c'est bien ça. Non, mais aujourd'hui, imaginons aujourd'hui qu'il y ait une catastrophe, il ne serait pas pensable que des avions débarquent, des choses comme ça. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma provocation, Aimé. Ils nous laissent tomber pendant 300 ans, même plus, et nous, on se démerde, on se débrouille. Et est-ce que le Martiniquais, face aux élites qui le méprisaient globalement, on peut très clairement dire qu'il y avait des classes sociales urbaines et puis la masse de la population rurale qui était à peine tolérée, on va dire ça comme ça. Les gens se sont transformés. Ils ont dit, bon, écoutez, comme personne ne s'intéresse à nous, personne ne s'occupe de nous, on va être plus français que le français. On va vous montrer qu'on est capable de changer, de nous adapter, de nous transformer sans que vous nous donniez la direction. Parce que il m'est arrivé, je suis sûr que vous avez eu cette expérience, d'avoir face à moi des étudiants, des jeunes, qui brodaient. Alors je dis, mais c'est fantastique, là. Tu parles un français châtié, tu viens d'où? Tu as vécu à Gennevilliers, à Garges-les-Gonesse? Pas du tout. Et tu viens d'où? Je viens de Sainte-Marie. Ah bon? Et tu as appris à parler, je sais pas, je sais rien, comme ça. Et moi j'interroge des sociologues, j'interroge des gens de l'éducation qui me disent, ces enfants ont été, et Serge Domy a parfaitement raison, ces enfants ont été totalement imprégnés par la télévision. Ils ont appris à parler comme ça en écoutant la télévision. Ce type d'aliénation dont vous parliez, c'est quand même fantastique ça. Ça a échappé aux élites, ça. Hein. Oui, mais ça c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est ça qu'il faut pas jeter un regard comme ça un peu méprisant. Donc il faut. Non, mais il faut que vous compreniez bien la question. Non, mais j'ai pas compris. On ne demande pas à un gosse de Garges-les-Gonesse ou de Carcassonne de travailler sur son bien vivre ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas une question centrale à Toulouse. Et nous y penchons, nous étudions, nous en faisons presque un combat politique et philosophique, alors que les gens qui sont le sujet de nos inquiétudes vont nous dire, bon, écoutez, les mecs... Eh bien, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que nous sommes Pourquoi ils ont tort? Mais parce que nous sommes le peuple de l'avenir. Ah bon? Et oui. Expliquez-moi ça, alors. Expliquez-moi ça. Parce que justement, c'est les Occidentaux dont vous dites qu'ils n'ont pas à apprendre le vivre ensemble. Ils sont en train de commencer à l'apprendre. Et justement, il y a des cours qui sont en train... Non, mais c'est sérieux. C'est central. Mais oui, parce que pas seulement d'ailleurs en France, mais également en Occident, où il y a quand même de graves problèmes intercommunautaires. Et donc, on est en train de mettre... dans les programmes scolaires, l'apprentissage de l'empathie, l'apprentissage du vivre ensemble. Et c'est parce que nous, justement, nous sommes en avance. Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de ces analyses? Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Aimé Charles-Nicolas. Je crois que nous sommes objectivement un modèle en la matière. D'abord, on a une histoire qui fait qu'il a bien fallu surmonter les différences des uns et des autres pour réussir un projet commun sur ce territoire. Ça a été fait. Il a bien fallu surmonter des difficultés, des contradictions, ce que n'a pas réussi aujourd'hui l'Europe à bien des égards. Donc, et aujourd'hui, l'Europe est confrontée à des tensions que nous avons déjà pu surmonter en partie. Oui, en fait, en sachant que... Alors, je me fais systématiquement l'avocat du diable, mais
il faut bien que je vous pousse dans vos retranchements, à la seule différence que l'Europe accueille des vagues migratoires depuis maintenant plus de milliers d'années, que nous, on a cessé d'avoir de manière forte à partir du début du XXe siècle. Entre 1848 et 1900, effectivement, nous avons eu des vagues migratoires énormes, près de 50% de la population, avec les Congos, avec les Chinois, les Indiens, les Syro-Libanais, etc. Bon, et eux, ils sont confrontés à ça. La dernière en cours, c'est celle des Afghanistan, de l'Afghanistan, des Afghans. Ils sont confrontés à ça de manière permanente. Donc ils doivent intégrer les populations. Et ça leur arrive à un moment de l'histoire où la notion de la nuance n'est plus aussi forte qu'avant. Ça arrive à un moment de l'histoire où on est dans la caricature de l'autre. Nous avons eu la chance d'avoir pu absorber, entre guillemets, ces vagues migratoires à un moment où nous étions en capacité de nuancer, d'intégrer, de digérer les choses. Enfin, en capacité ou totalement contraint. Probablement, là je ne referai pas l'histoire, mais ce que je dis à par là, c'est qu'aujourd'hui, sociologiquement, enfin je ne suis pas un sociologue, donc je ne pourrais pas rentrer sur le terrain de Serge Domy, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le cadre dans lequel nous sommes est un cadre qui flatte les individualités et non pas le collectif. Alors, et ça, c'est un vrai sujet. On évoquait les causes. Oui, voilà. Alors, je revenais sur votre analyse à vous sur les causes. Moi, je vois trois causes. Peu pour, rapidement, j'en ai déjà parlé. Il y a l'absence des instruments de brassage. Pour moi, c'est quelque chose d'important. La Martinique a toujours, dans son histoire, mis à la disposition des populations des instruments de brassage qui forçaient la rencontre. Et ces instruments se sont arrêtés depuis 30 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que la Martinique est un peu un pays d'immigrés communal. C'est-à-dire que on parlait de Grand-Rivière ou de Basse-Pointe. Pourquoi il y a une espèce de bien-vivre naturel dans les communes? Parce qu'il y a une stabilité de l'habitat, il y a des générations qui se succèdent dans le même lieu, il y a des cercles familiaux qui ont traversé le temps, et donc tout le monde se connaît. Moi, quand j'étais gamin au Morne-Rouge, j'allais dans la rue le matin, j'avais 8 ou 10 ans, ma mère savait que j'étais sous le regard des voisins. Et inversement, on se surveillait parce qu'on se connaissait tous. Aujourd'hui, le mode de vie a évolué, chacun a disloqué son cercle familial pour aller vivre dans des lieux qui ne sont plus forcément des bassins familiaux. Et donc ce lien-là, il y a un lien qui s'est rompu. Il y a un lien naturel. Oui, c'est l'exode rural. C'est l'exode rural en réalité. Mais parce que je vais vous donner un chiffre. Il y a 5000 riverains originaires de Grand-Rivière. Et à Grand-Rivière, il y a 847 personnes qui vivent. Vous voyez, donc, de toute façon, il n'y aurait pas eu de place pour les 5000. Ça, c'est des modes de vie et qui, en plus, encore une fois, cette dislocation naturelle, qui n'est pas critiquable, on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir un mode de vie différent, mais la part du lien qui unissait les uns et les autres s'est distendue, s'est rompue, et maintenant, il s'agit, là où on vit, de recréer un lien qui était un lien naturel et un lien ancestral qui s'héritait de génération en génération. Donc ça, donc la Martinique vit exactement cette évolution-là. Troisième raison. Encore une fois, moi, j'ai l'impression de radoter quand je dis ça, mais moi, je suis effrayé par la manière dont les médias nouveaux et les réseaux sociaux fabriquent des mentalités d'ego. Aujourd'hui, une société, et c'est vrai dans le monde, c'est pas quelque chose de spécifique à la Martinique, mais sur un territoire comme le nôtre, l'effet de loupe est extrêmement grossissant. Une société devient une addition d'individus. Mais est-ce que c'est certain? Parce que nous, comme vous le savez, on s'intéresse beaucoup aux chiffres, et on s'aperçoit qu'en réalité, les réseaux sociaux dont vous parlez concernent une partie relativement limitée de la population martiniquaise. Moi, je ne parle pas tant de l'impact numérique des réseaux sociaux, je parle de l'impact dans les têtes. Mais est-ce que justement, parce que vous savez, notre dada, c'est faire des sondages. Et on a essayé de faire un tracking des éléments les plus
j'allais dire, partager les réseaux sociaux. Et vous savez que la majorité de la population martiniquaise n'en a jamais entendu parler. Je vais préciser ma pensée, parce que les réseaux sociaux, c'est effectivement... Oui, c'est un petit groupe. C'est ce petit groupe, Ouais. mais le rythme de ce que produit les signaux, enfin je vois bien ça en publicité par exemple, Ouais. le rythme de ce que produit une société et qu'accueillent les populations a totalement changé. Les films sont constitués de plans qui sont beaucoup plus courts qu'avant. La durée d'un plan dans un film, dans un long métrage, a Ouais. été divisée par 10. La durée des messages est de plus en plus courte, la durée des textes que l'on lit est de plus en plus court. Autrement dit, on n'a plus le La temps. twitterisation de la société. Exactement. Ouais. On vit dans un mode accéléré, on n'a plus le temps de nuancer la pensée. Il faut aller direct à l'essentiel. Et donc, Et c'est là que le compteur, le compteur de Serge Domy a pris du fer, entre oui. guillemets. Oui, parce Lui, il est que mort, là. quand on enlève toute cette zone qui était la zone de la nuance, la zone du débat, la zone du compromis, on enlève temps, tout ça. du temps. C'est le temps. Ouais. Et on va à l'essentiel, et bien ça veut dire qu'on durcit les positions. J'ai raison, tu as tort. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es contre moi. Et c'est ça qui se fabrique aujourd'hui en Martinique. Très bien. Alors, vos deux acolytes, professeurs, ont identifié les raisons du délitement. On ne vous a pas entendu là-dessus. Non. Moi, j'ai noté 3 raisons pour mon ami de droite. Je ne suis pas sûr que ça corresponde d'ailleurs à leur position, politique. Et mon ami de gauche, 3 raisons. Et vous? Du délitement, hein. Oui. Bon, oui. Qu'est-ce alors, qui s'est passé? Moi, je suis d'accord avec les explications qui ont été données, D'accord. qui sont effectivement fondées sur à la fois des constats et sur ce que vous avez vécu tous les deux dans votre enfance en Martinique. Et mais moi qui ai quelques mois de plus que vous, je peux dire que auparavant, en effet, pour ce qui concerne le vivre ensemble, c'était surtout une question de se sentir concerné. Et que l'aliénation, de l'aliénation dont vous avez parlé à l'instant, cette aliénation et ce jeune homme-là de cette Marie qui brode, eh bien, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont rentrées de France et qui ont importé l'anonymat. C'est-à-dire que c'était une manière, c'était une modernité que de ne pas regarder les autres. Parce qu'il y a quelque chose de très important en Martinique, c'est le regard. Notamment quand on se croise en voiture. Quand on se croise, on se regarde. Et dans la rue aussi. Oui, mais oui. sur le trottoir, tu regardes la personne. Bon. D'ailleurs, ça nous était imposé par nos parents. Pas Oui. c'était tout. Pas c'était tout l'eau. Pas c'était tout l'eau quand on croise un monde. Gadei. Et, Jusqu'à Cagado. oui. Et puis, dis-lui bonjour. Oui. Dis bonjour. Dis bonjour. Ouais. Bon, c'est pas des bagages qu'on a actuellement. C'est pas... Au contraire, on connaît ma vous dit bonjour. Et ça, vous pensez que ça vient de c'est l'extérieur? C'est importé, ça. Donc en fait, C'est pour faire, oui. donc les pour faire occidental. enfants du Bumidum, Oui, les ils ont enfants du rapporté ça. Bumidum ont rapporté ça. Oui. L'anonymat. L'anonymat. Ouais, ça c'est complètement novateur. Cette émission, à mon avis, va être copiée, recopiée, utilisée. Faites attention aux thèses qui vont émaner de vos productions intellectuelles. Soyez vigilants. Alors, Oui. on continue. Non. Enfin bon, je ne sais pas si on va demander un brevet pour... Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On se charge du droit d'auteur. Non, mais la deuxième chose aussi, c'est la vie collective. Il y avait, moi je me souviens très bien de ce monsieur qui portait un tambour autour devant lui, là, avec une sangle. Le tambour était là, il avait ses deux bâtons et avis à la population. Garde Oui, champêtre. tout à fait. C'était le grand champêtre. Ouais. Bon, pas dit ça encore. Il y avait donc une vie collective qui, de temps en temps, à la messe, bien sûr, et aussi de temps en temps pour ces rassemblements, pour l'Angélus, pour
là, on a entendu le glas qui monte qui mort. Et d'une montagne à l'autre, on entendait le corne lambi. Bon, il y avait donc comment dirais-je, une communication là qui se faisait et qui créait une vie collective. Ouais. Mais actuellement, les informations que tu as, tu les reçois. Si tu les reçois par les réseaux sociaux, évidemment, bon, tu les renvoies par les réseaux sociaux. Si comme tu n'as plus ces porte-voix, eh bien, tu en parles à ton il manquerait plus que ça. Non, mais un type avec un tambour qui déclame les tweets ou les Facebook. Ça, ce serait extraordinaire, ouais. Ça. Quelle récupération du vivre ensemble. Mais oui. Non, mais il y a ça aussi. Moi, je crois que c'est très important. Et puis, Montréal en bagaille, hein, mais je le dis, c'est parce qu'on est entre nous. On est entre nous. Bon. Ouais. Non, c'est affaire grève, les grèves de transport. Je pense que les grèves du transport ont dilacéré le tissu social. Moi, quand je dis ça, mais franchement, hein, il y a dans la grève du transport, aujourd'hui, l'impact porte sur les gens modestes, sur les femmes de ménage, ouais. Sur les femmes, les vendeuses de pistaches, sur les retraités, sur les gens... Bon, quand des gens qui touchent un salaire font grève pour des gens qui font des jobs, enfin qui impactent bon, je veux dire, il y a une dilacération du tissu social. Il y a une division. Il y a quelque chose qui instaure comment dire, un apartheid. Oui, un apartheid. Oui, ouais. Oui, plus que ça. Enfin, il y a vraiment le mot mépris est peut-être. En tout cas, il y a un souci égoïste. De préservation de son salaire, de ses privilèges, avec une ignorance totale pour des gens qui ont justement besoin des transports en commun. En fait, il faudrait faire grève pour que ça touche les riches. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut ignorer comme ça l'impact de ces grèves du transport, avec en plus, je veux dire, cette espèce d'ivresse de la toute-puissance de quelques personnes qui bloquent la Martinique tout entière. Ouais, c'est la partie de l'émission qui va être coupée, en fait, je pense. Non, mais je sais, mais il faut dire... Non, mais... Je pense que ça a créé, certainement, un impact sur le vivre ensemble, dont on ne se rend pas tout à fait compte, mais moi, je le vois. Est-ce que... Alors, c'est intéressant, parce que est-ce que ce délitement de la vie, on va dire, commune, collective, dont on vient de faire l'autopsie, on va dire ça comme ça, avant de parler de résurrection dans un petit moment, est-ce qu'elle n'atteint pas également les communautés? Un mot dont on ne parle pas du tout en Martinique dans l'histoire, tout simplement parce que notre histoire est faite de telle manière qu'il y a une espèce de dissolution dans l'ensemble de la population des fameuses communautés qui sont arrivées notamment au cours de la fin du 19e siècle. Cette dissolution des communautés à travers la disparition de leur langue, les Congos ont perdu leur langue. Ils ont parlé ensuite créole et ensuite français, on est bien d'accord. Les Chinois pas les Chinois d'apparition récente, hein, mais les familles chinoises traditionnelles ne parlent plus très objectivement chinois de manière quotidienne. Okay. D'ailleurs, les Oyoen ne parlent pas chinois. Ils ont été métissés, fortement métissés. Oui. Les Indiens, je suis désolé, mais il n'y a pas d'école d'apprentissage des différents langages ou langues du sous-continent indien. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la preuve que le vivre ensemble a été quand même beaucoup plus fort que la notion de communauté? Non, je pense que non. Je pense que par contre, tu mets l'accent sur quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a un vide dans la réflexion sociologique et anthropologique à la Martinique sur justement l'impact, la prégnance et l'importance de ces différents apports. Moi, je pense que, par exemple,
la communauté indienne, c'est eux qui apprennent matnik, bré puis manger. Ils ont apporté leur manière effectivement de travailler le culinaire, ont véritablement permis aux gens effectivement de se sustenter autrement. Avant, là, on consommait des légumes et puis pour la population, oui. des légumes et puis de la salaison. Avec l'apport de la communauté indienne, on a appris à faire des sauces, on a appris à faire des mélanges, on a appris, etc. Je pense par exemple également que l'apport de la communauté syro-libanaise a été le sens justement du soussou, c'est-à-dire le sens du crédit, c'est-à-dire oui. Te permettre d'avancer, d'obtenir la chose et puis tu payes par petits morceaux. Le sens du crédit, c'est un apport majeur oui. de cette communauté-là. Je pense par exemple que l'apport des Congos, bien au contraire, c'est quelque chose d'essentiel quant à la relation avec le milieu, avec l'écosystème. Les Congos nous connaissaient un certain nombre de manières d'utiliser un certain nombre de plantes, de fruits, etc., pour organiser et mieux organiser effectivement. Donc, tu vois, bon, il y a d'autres. Les Chinois, par exemple, nous ont appris justement donc Tigandiri Kapnesak. Petit à petit, tu t'organises, etc. Sauf que ces apports-là, justement, c'est mon grand regret. Alors peut-être parce que à l'université, on n'a pas un département de sciences humaines, etc. N'oubliez pas, ces choses-là. Domi, n'oubliez pas que Monsieur Aimé Charles Nicolas va vous fabriquer ce laboratoire. Oui, tout à fait. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, mais c'est pas de notre faute. Hein. Bon, ouais. On se débrouille chacun un petit peu. Et puis bon, les sociologues et anthropologues c'est récent. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cet apport-là, effectivement, dont on n'a pas suffisamment conscience. Et donc, les communautés ont donné et ont enrichi, effectivement, et notre communauté. C'est bien quelque part là où Aimé et Emmanuel ont parfaitement raison. Nous sommes quelque part, de par notre processus historique, en avance sur un certain nombre de choses. Ouais. Parce que nous avons, à partir, non pas de manière constitutionnalisée, instituée, mais nous avons justement su à dynamiser des dynamiques, des modes de faire, des modes de créer, des modes des liens, qui justement nous ont permis d'exister et de traverser. Alors, la question qui fâche, Emmanuel, est-ce que les récentes mises en cause de la communauté béké, qui arrivent de manière régulière dans l'histoire de la Martinique, comme des espèces d'éruptions, quoi, et puis ça redescend, ça revient, est-ce que les mises en cause récentes ont pu faire émerger cette réflexion sur le vivre ensemble? Est-ce que c'est l'un des éléments, je dirais, d'explication de cette volonté de réfléchir à cette vie ensemble de l'ensemble des Martiniquais? Ça y contribue sans doute, mais je voudrais faire une réponse qui serait peut-être un peu compliquée, mais qui on est ouvert à toutes les réponses. La notion de communauté, c'est une notion, enfin, moi qui m'intéresse beaucoup, parce que je considère, peut-être à tort, mais en tout cas j'ai bien réfléchi à la question et j'ai écrit dessus, que la communauté en soi n'existe pas longtemps. Elle se laisse gagner par la personnalité des personnes qui la composent. Et donc, on est face à un conflit positif entre les personnalités des individus, ceux qu'ils sont réellement, ce qu'ils apportent réellement à la grande communauté martiniquaise, et puis les communautés qui sont souvent rien d'autre que des clichés ou des regards portés sur des groupes, oui. et qui les limitent. Et moi je pense que cette notion de regard que l'on porte sur l'autre, c'est peut-être un des problèmes centraux à traiter. Alors c'est complexe parce qu'on parle bien des représentations sociales. On a tous des représentations sociales vis-à-vis d'autrui et qui embarquent souvent nos conventions de pensée, nos clichés, etc. Et qui résument à très grands traits ce que doit être un tel parce qu'il appartient soi-disant à telle communauté. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir également? Est-ce que la communauté, ou ce que vous appelez le groupe en fait,
ne communique pas d'une certaine façon qui aboutit à cette représentation. Je pense qu'on est tous prisonniers du regard qui fabrique aussi un comportement et c'est une espèce de cercle vicieux terrifiant parce que le vivre ensemble précisément consiste à sentir de ces regards communautaires. Moi, je ne veux pas être regardé comme étant un béquet, je suis désolé, je suis un Martiniquais, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, et moi, ça ne m'intéresse pas quand on ne voit en moi d'abord que le béquet, parce que je trouve que ce résumé-là est un résumé qui est insupportable. Je ne suis pas que ça. C'est comme si on regardait Domi parce qu'il est noir, c'est ça? Oui, exactement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, d'autant que c'est plus compliqué que ça, parce que... Ça n'a pas de sens. Ougouli. Donc on y a le problème. Et le drame de ce regard qui sont en fait Vous avez vu que Charles Nicolas est plié de rire, parce que lui, on ne sait pas vraiment ce qu'il est, mais bon, c'est pas grave. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la notion de complexité. Nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres fondamentalement complexes, et le vivre ensemble, c'est précisément d'accepter ce qu'il y a de complexe chez l'autre et d'aller dans la complexité. On ne peut pas vivre ensemble à coup de clichés. Si on se résume, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es Kouli, toi tu es indien, toi tu es Congo, eh bien on ne vivra pas ensemble, on vivra à côté et en cultivant des clichés qui vont nous empêcher de créer le vrai lien, qui est le lien interpersonnel. Donc moi, je suis vraiment habité entre cette notion de lien communautaire que pour ma part, je conteste, qui existe de fait, mais contre lequel je milite pour le démolir au profit des relations interpersonnelles. Alors, vous allez bien évidemment, dans votre volonté de remettre tout ça ensemble, vous heurtez à un certain nombre à la fois d'obscurantisme et puis de philosophie anti-communauté globale martiniquaise à travers des courants. On a vu renaître un courant extrêmement vigoureux qui est un courant noiriste. Mais c'est ça, justement. Oui, non, mais attendez. Mais non. Attends, laissez-moi. Monsieur et Charles Nicolas, vous savez que c'est moi qui anime cette émission, donc c'est moi qui pose la question. Donc, mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi moi. et c'est un droit sacré de l'animateur. Alors, mais je veux vous donner la parole. Vous allez vous heurter à ces gens, et puis à ces intellectuels, et puis à ces non-intellectuels, qui sont convaincus d'une primauté d'une race sur une autre, ou d'une communauté sur une autre. Aimé Charles Nicolas, comment vous réagissez quand vous voyez ça? Mais je réagis avec sérénité. Ah ben voilà. Avec sérénité, avec sagesse, avec recul. Parce que, en effet, cette racialisation de la pensée, cette façon de voir aujourd'hui les gens avec leur couleur de peau en priorité. C'est la première chose qu'on voit. Et c'est associé, c'est immédiatement associé à des qualités ou à des défauts. Plutôt à des défauts le plus souvent, puisque quand ils sont noirs, c'est souvent avec des défauts. Mais aussi avec un deuxième prisme qui est celui de est-ce qu'il assume et à quel point il assume sa couleur noire. Enfin, entre autres, parce que n'oubliez pas, là j'ai cité le noirisme, mais il y a un certain nombre de gens qui sont porteurs d'idées de suprématie du côté des Békés, du côté des Indiens, du côté des Chinois, du côté des mulâtres, etc. On est une société. Alors évidemment, ce n'est pas majoritaire, c'est même parfois ultra minoritaire, et ça existe. Vous en conviendrez dans toutes les sociétés. Okay, j'ai retrouvé ça à Barbade, j'ai retrouvé ça à Trinidad. À Trinidad, il y a un conflit énorme, j'allais dire, depuis des décennies entre les Indiens et les Noirs. À Barbade, la communauté Béké est encore extrêmement puissante et décriée par les Noirs. Enfin bon, ça part dans tous les sens, dans toutes les îles. C'est pas que le noirisme, il n'y a pas que le noirisme. Mais vous, par rapport à toutes ces tentatives comment dirais-je, de différenciation, voire de division,
Comment vous réagissez? Vous dites, moi je suis serein. Non, mais ce que je vois aussi, en effet, c'est pour ajouter donc, à cette argumentation, c'est qu'il y a deux suppléments. Il y a le supplément africano-kényan ou ghanéen, enfin bon, quelque chose d'africain, là, qui ramène tout à cette origine de la société martiniquaise, enfin de certain nombre de personnes là. Et puis il y a aussi l'influence des États-Unis et des Noirs américains qui n'ont pas connu la même histoire que nous. Et donc, je veux dire, le problème du Noir américain est extrêmement différent de celui celui du Noir martiniquais dont nous parlons aujourd'hui. Et donc, il faut bien savoir que pendant quelques temps, je pense, Césaire a balancé entre l'assomption, enfin, il a assumé sa couleur noire en disant « je suis nègre » et je le resterai. Je suis nègre et je vous emmerde. Non, il y a ces il a deux. dit ça. Il a dit. Le nègre vous emmerde. Ouais. Et il a dit aussi... Je suis nègre et je le resterai. Je le resterai toujours. Toujours. Quelque chose comme ça. Hein? Bon. Mais ça, c'est aussi une manière d'obéir à une injonction du blanc qui te regarde. Parce qu'il te regarde comme noir. Et il te demande de rester là, dans ta place de noir. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, vous êtes plutôt vous êtes un fanonien. Alors, je suis un fanonien. Fanon dit, écoutez, moi, je suis pas noir. Non, il n'a pas dit ça. Oui, c'est un peu ça. Elle dit, ne me regardez pas comme noir, je refuse que vous me regardiez en tant que noir. C'est pas ça, c'est quand... Je gaffe à moi, oui. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est le refus de l'injonction. Comment de cette espèce de je vous demande de rester à votre place de nègre. Ouais. Donc, attends, voilà, je ne suis pas que ça. Je suis un être humain, j'ai aussi un certain nombre de qualités et de défauts. Quand je dis défauts, que je me tourne vers Emmanuel, il ne faudrait pas qu'il le prenne mal. Les Noirs n'ont pas que des qualités. Non, mais on est bien d'accord que là, vous allez avoir tous les trois dans votre quête de réconciliation, et parce que là, on va aborder les moyens de retisser le lien, etc. Et 36 heures, c'est aussi un moyen. Vous allez avoir affaire à ces gens-là. Alors, toujours pour jouer l'avocat du diable, une société dans laquelle il y a eu un délitement aussi important, vous l'avez décrit, du vivre ensemble, qui parfois touche à des choses un peu dramatiques, d'affrontements, etc. Bon, même si ce n'est pas le cœur du sujet. Où il y a une double hiérarchie, qui est une hiérarchie sociale, qui correspond, qu'on le veuille ou non, à une hiérarchie raciale. Oui. OK ? Vous avez du boulot, hein ? Je m'explique. On est d'accord que quand on analyse de manière souvent provocatrice, mais ça existe, il faut de tout pour faire un monde. Les gens de conditions sociales modestes, ayant des revenus faibles, sont à majorité noirs. Oui. Et les gens de conditions sociales élevées, ayant des revenus importants, des moyens financiers importants, des éléments de fortune immobilière importants, ont la peau claire, ou en tout cas plus claire. Okay ? Cette double hiérarchie-là, comment vous vous en sortez ? Est-ce qu'elle est compatible avec le vivre ensemble ? Parce qu'il y a des gens qui vont toujours dire « Ouais, mais tant que ça ne sera pas justement tout mélangé, ça ne sera pas possible. » Mais ça se mélange. C'est en train de se mélanger. C'est en train de se mélanger. Ouais, mais bon. Non, mais il y a du boulot, hein. Non, mais ça se mélange rapidement, moi je trouve. Non, c'est vrai. Maintenant, le problème n'est pas spécifique, vous êtes tous d'accord, le problème n'est pas spécifique à la martinique. Non. Parce qu'il y a même maintenant des travaux aux États-Unis sur justement ces gens qui ont une couleur de peau mixte. Enfin bon, qu'on peut appeler ici mulâtres ou clairs, qui ont la peau claire. Ouais. Et si vous regardez, en effet, Beyoncé ou bien d'autres, Rihanna, enfin ces grandes vedettes, Alicia artistes, Keys, etc. américaines, noires américaines,
Et là, avant, ces gens-là se considéraient comme noirs, assumaient leur identité de noirs. Et maintenant, ça n'est plus tout à fait pareil. C'est pas... Alors, dans les combats, quand il y a quand même un enjeu de manifestation, un enjeu médiatique, oui, bien entendu, ils assument, mais d'une manière générale, dans leur vie quotidienne, ce n'est pas le cas. C'est une très mauvaise nouvelle que vous nous avancez là. Vous êtes en train de nous dire qu'à l'intérieur d'une communauté dessinée par les Blancs, on est bien d'accord, parce que quand elles se considèrent comme noires, elles sont surtout désignées comme noires. On l'a vu tout à l'heure. Il y aurait une espèce de nouvelle tranchée entre personnes d'ascendance africaine? Alors, oui, c'est ce qui est dit, parce qu'il y a des travaux, disons, ethno... Enfin, nous, on l'avait déjà constaté depuis très longtemps en Martinique. Pour nous, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Bon, alors, répondez à ma question. Comment vous faites, comment vous dites, vous inquiétez pas, ça se mélange, ça va vite. Ça s'arrange. Il y a une espèce d'équilibre. Oui. Mais le discours pour convaincre, ça va être quoi? Comment vous allez amener des gens qui ont cette certitude plus ou moins ancrée dans les faits, à dire, nous allons continuer à vivre ensemble? Enfin, moi, je veux bien tenter une réponse. Oui, J'ai bien aimé, il a regardé ses deux compères en disant, bon, messieurs, ça c'est votre boulot. La question est extrêmement compliquée, complexe, mais elle montre à quel point nous sommes, encore une fois, tous prisonniers les uns et les autres des regards, et notamment des regards, des schémas qui sont des constructions mentales. Et que c'est très puissant, parce que c'est vraiment il y a d'une part la vérité. C'est votre domaine, ça, la communication, parce que c'est une forme de communication. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, si le dialogue est compliqué en Martinique, c'est parce que c'est un dialogue qui est prisonnier des représentations sociales des uns des autres. Et il y a des études qui sont menées, d'ailleurs on travaille dessus par ailleurs pour essayer d'imaginer des solutions de sortie. C'est comment se déshabiller de nos représentations sociales les uns et les autres pour arriver à un dialogue qui soit pur et sincère. C'est un vrai sujet. Il y a des techniques pour ça, il y a des réflexions à mener, mais aujourd'hui, on est réellement prisonnier de nos représentations sociales, et donc on ne rentre pas en dialogue. On rentre en jugement. Comment on fait? Alors, il y a des réflexions. Alors, je n'ai pas la solution technique, mais j'ai un peu le but à atteindre. Après, il y a peut-être des moyens il y a des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Moi, je crois que tous les Martiniquais ne sont pas d'accord sur leur narratif, le narratif de la Martinique. Ce qu'on appelle le storytelling. Storytelling. L'histoire. Le récit. Le récit national. On a chacun des récits qui sont chacun légitimes, quel que soit le bord dans lequel on se trouve. Mais pourquoi il faudrait Eh bien, je pense que ça fait partie le récit unique, le narratif qui pourrait nous unir sur des vérités, serait peut-être un des premiers éléments d'un socle d'union populaire. Oui, mais Emmanuel, vous savez que quand on commence à faire ce récit national, ça a été un débat très très virulent en France il y a quelques années. Il y a des gens qui sont laissés au bord de la route. Non, mais il y a des gens qui sont désignés comme les méchants et d'autres les bons. Je mesure l'immense difficulté de la tâche, mais la situation actuelle n'est pas satisfaisante, puisque les récits sont faux. Les récits sont pollués par des représentations sociales. On a tous des regards sur notre histoire, sur notre environnement, sur les autres, qui sont dessinés par le prisme de ce que nous sommes ou de ce que nous sommes censés être. Ça n'est pas satisfaisant. Mais est-ce que c'est pas ça, faire société, c'est que chacun met dans la marmite sa propre vision des choses, et puis on aboutit. Je vais passer la parole à Serge Domi dans quelques secondes. Oui, sauf que malheureusement on n'arrive pas à s'accorder sur beaucoup de faits, sur beaucoup d'éléments de ce que nous sommes. Donc on se confronte. Donc ce sont des récits qui s'opposent et non pas des récits qui agrègent. C'est compliqué en effet. Et si on doit rentrer dans cette réflexion
il ne faut laisser personne sur le bord du chemin. Ouais. Il faut embarquer tout le monde. Ça, c'est un énorme chantier. Mais le professeur Aimé Charles Nicolas, quand il aura soldé les 36 heures pour demain, là, il aura un immense chantier à réouvrir. Il a du boulot. Avec l'énergie qu'on lui connaît. Non, c'est pas un labo qui va ouvrir, c'est une clinique. C'est une clinique qui va ouvrir. Mais Monsieur Domi, tout Non. ça vous... Non, Ça c'est-à-dire vous- que je ne rejoins pas Emmanuel sur l'impératif du récit commun. Ouais. Hein. Par contre, je comprends parfaitement et la préoccupation qui est derrière. La préoccupation qui est derrière, c'est justement la mise en commun pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. D'accord ? Mais je pense que justement, et c'est parce qu'il nous faut assumer notre complexité. Et assumer notre complexité, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on peut habiter le monde tout en reconnaissant effectivement que nous sommes lieux de trajectoire et de dimensions différentes. Je prends l'exemple aujourd'hui de la remise en question de la communauté béké, qui est particulièrement virulente. Oui. Il y a quand même, au-delà de tout, une relative légitimité par rapport à cette question, à mon avis, où la question du chlordécone a joué un rôle majeur. En gros, une communauté à qui la terre a été donnée, pour pouvoir effectivement, et à qui la terre a été donnée, et à qui on a donné également, on a mis en place un système qui est le système esclavagiste, développe une économie, d'accord, et installe un certain nombre de choses, et puis en même temps, effectivement, pour beaucoup de gens, a empoisonné la terre. Et donc, à partir de là, bien évidemment, réagissent, interfèrent un certain nombre de choses. Sauf que, et c'est là où, à mon avis, il y a un certain nombre de choses extrêmement graves quand on simplifie les choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont les plus en avant s'agissant effectivement du refus et même de la non-reconnaissance d'une martinicanité à la communauté béké, sont des gens qui oublient de comprendre que cette communauté béké a été aussi embarquée dans le processus colonial par l'État français. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle, ils ont joué un rôle que leur a attribué effectivement l'État colonial. C'est-à-dire que quelque part, ils sont aussi dépendants, d'accord, et ils ont assumé une partie du travail que l'État leur demandait d'assumer. C'est-à-dire que si on veut quelque part, ils sont aussi à la manœuvre dans la constitution de notre histoire, parce qu'on leur a donné une tâche à accomplir. Donc eux aussi, ils ont été le jouet au carnaval des autres. Exactement, et ils ont été aussi le jouet au carnaval des autres. Ouais. Donc cela signifie quoi? Cela signifie qu'à partir du moment où nous assumons justement Chacun notre rôle. chacun notre rôle, et puis qu'on comprend effectivement la complexité des choses, on se refuse justement dans ce que nous dit Emmanuel, c'est-à-dire on se refuse justement à entrer dans les lieux communs, parce que la grande, dans les choses que tu dis là et dit sur les communautés, les noiristes, etc., moi, c'est pas tellement leur position qui me fait problème, c'est leur pouvoir à transformer une réalité complexe en un lieu clivant. C'est ça ou pas ça. C'est bien ou non, c'est noir ou blanc, c'est là ou pas là, etc. Alors que la vie, c'est pas ça. Ouais. Alors que la vie, c'est pas ça. Ni la vie, ni l'histoire. Ni l'histoire. Bon, ce que vient de dire Serge démontre assez bien mon propos quand je parle de représentation sociale. Bon, on a parlé du chlordécone. Voilà un exemple. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat parce que ça sera un débat peut-être trop compliqué, mais l'histoire du chlordécone, en réalité, a concerné une communauté de planteurs de bananes, qui sont d'abord et avant tout des agriculteurs, avant d'être des békés. Vous connaissez la population concernée. Et il se trouve que parmi ces planteurs, il y avait un certain nombre de békés, en effet, une trentaine, d'après ce que je crois savoir. Mais la représentation sociale qu'on a mise sur cette histoire a fait que la totalité des békés est devenue responsable du chlordécone. Moi, le premier,
qui n'ai de ma vie jamais mis de désherbant dans mon jardin et qui n'ai jamais vu un pied de banane de ma vie. Mais je suis, moi, personnellement, attaqué comme étant un empoisonneur. Vous voyez ce que je... Donc, là, on est au cœur de la notion de représentation sociale qui fait que le dialogue est difficile, parce que reconnaissez que parler de ce sujet-là, c'est compliqué, parce que d'emblée, l'étiquette de représentation vous range dans le camp soit d'un coupable, soit d'une victime, et sans nuance. Et c'est bien là que si on veut rentrer en dialogue, il faut à un moment donné accepter l'un et l'autre qu'on se déshabille de ces représentations, parce qu'on ne va pas y arriver. Ouais. Voilà, En fait, ce qu'on va retenir, c'est que dans l'un ou l'autre camp, sur le sujet qu'on vient d'évoquer, personne ne veut de se déshabiller en réalité. Probablement. C'est surtout ça. Probablement. Professeur, quelles sont les solutions pour retisser ce fameux vivre ensemble? On va quand même pas remettre les types avec les tambours dans les villes. On ne va pas forcément ressusciter les fêtes patronales. Ah, si. Et pourtant, ce serait nécessaire. Oui, mais avec un financement adéquat. Je suis convaincu, que les gens, à partir du moment où, en effet, où on se rencontre, parce que c'est ça que les gens racontent, dans les contes, d'ailleurs aussi, on raconte des choses comme ça, à partir du moment où tu rencontres la vérité de la personne. Je dis, à partir du moment où sa couleur de peau n'a plus d'importance. À partir du moment où tu ne plaques pas sur lui une histoire qui n'est pas la sienne. Qui n'est pas la sienne. Et donc, à partir du moment où tu rencontres son authenticité, tu peux établir, dans un contexte de convivialité, tu peux établir une relation vraie. Vraie, ça veut dire aussi sincère et franche. Ça veut dire, au cas dit, ça au nipoudi. Tu peux lui dire, sans que ça le renvoie à une communauté ou à quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, quand Fanon est arrivé en France et qu'on l'a considéré, il s'est découvert nègre. Il a dit, moi je n'avais jamais pensé que j'étais noir. Mais comme beaucoup. Comme tout le monde. Comme beaucoup d'Antillais. Mais oui, je n'avais jamais pensé que j'étais noir. C'est à partir du moment où on s'est adressé à lui comme noir qu'il s'est trouvé renvoyé à une communauté de noirs à laquelle il ne savait pas qu'il appartenait. Donc il faut en effet, je veux dire, ne pas participer à cette escroquerie intellectuelle. Parce que dans le passé, c'était pas la première chose qu'on voyait. Je veux dire, dans l'Antiquité, c'était pas la couleur de peau qui était pertinente, qui était déterminante pour avoir... Parce que cette couleur de peau, elle est associée à des qualités. C'est ça le problème. Parce que la racialisation... On va dire que c'est une création récente. Une création intellectuelle récente. Récente, c'est-à-dire, bon, elle a 2000 ans quand même, mais enfin, bon, disons, enfin, comme ça, approximativement, peut-être moins, je ne sais pas. Oui, en France, enfin, à mon avis, elle date de Louis XIV, de Colbert. Oui, peut-être. Pour justifier, enfin bon, on connaît l'histoire. Oui, et donc cette, je veux dire... Ce refus de tomber dans cette espèce d'escroquerie intellectuelle, vous disiez? Oui, je disais qu'on peut parfaitement, en effet, refuser cette manière de privilégier la couleur de peau et de voir autre chose chez la personne. Parce que je dois dire que même moi personnellement, quand je suis arrivé en France, on me demandait s'il était brun, s'il était blond, à propos d'un tel. Je ne savais pas, parce que ce n'était pas quelque chose que je voyais. On me demandait la couleur de ses yeux. Je dis, bon, tu vois, ce que j'avais vu, c'était sa couleur de peau. Ouais. Et puis sa taille, et puis bon, on fait des choses... bon, et donc on apprend, en fait, on a un regard qui est formaté, donc qui est construit. Et donc on peut voir autre chose que le nez au milieu de la figure. Et donc ce que je dis, c'est que pour pouvoir en effet commencer le dialogue et aboutir à cette... disons en gros à ce vivre ensemble, il faut rencontrer la vérité de l'autre. Bon, c'est-à-dire
s'abstraire de cette question de couleur de peau, qui peut être par ailleurs, qui a été quand même l'objet de beaucoup de plaisanteries, plus ou moins racistes, etc., dans le passé. Et alors, aujourd'hui, ça atteint un certain extrême, parce que vous savez aujourd'hui que le seul fait d'être antiraciste est déjà un soupçon de... Oui, un soupçon de... comment dirais-je, d'extrémisme. Et donc, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus critiquer un noir sans être accusé de racisme. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, parce que vous vous souvenez de ce footballeur sur un terrain de football, et l'arbitre de touche là a dit le noir, là, bon, et donc ça a fait un scandale parce qu'il l'a traité de noir, mais il est noir, où est le problème? Au milieu d'une équipe où il n'y a que des blancs, il dit le noir, effectivement, ça permet de définir la personne. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il le réduit à cette couleur de peau. Ça veut dire simplement qu'il le signale, qu'il le décrit. Bon, mais il ne réduit pas ça. Et c'est ça la question aujourd'hui. C'est que dans la Martinique d'aujourd'hui, je veux qu'on continue à garder cette manière relativement sereine, même si on en tient compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte parce qu'il y a le passé, parce qu'il y a une histoire, etc. Mais on n'en fait pas une affaire tragique. Parce qu'aujourd'hui, être noir en France devient tragique. Comme c'est tragique aux États-Unis. Ça a toujours été tragique aux États-Unis. Oui. Parce que Youprend l'a fait. Et il continue. Oui. Il continue. D'ailleurs, l'un de vos intervenants pendant le congrès, le séminaire que vous avez organisé sur, on va dire, l'esclavage et les impacts psychologiques ou psychiatriques de la descendance, sur la descendance liée à l'esclavage, l'un de vos intervenants, noir américain, disait vous avez de la chance, en parlant des Martiniquais, des Guadeloupéens, parce que nous sommes noirs dans un pays à majorité blanche, tandis que vous êtes noirs dans un pays à majorité noire. Donc vous ne pouvez pas vivre ce que nous vivons. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, effectivement, qui joue un rôle important, parce que, je veux dire, c'est pareil pour les Africains. Ouais. Les Africains qui ont vécu dans leur ville, dans leur village, où tout le monde est noir, je veux dire, on ne se définit pas comme tel. Et quand ils arrivent en France et qu'ils subissent l'injonction à être noirs, et que ça... Être que ça, je veux dire, c'est en effet c'est un traumatisme, je trouve, et c'est ce que Frantz Fanon décrit très bien dans Peau noire, masque blanc. Et alors, il me semble que cette racialisation qui se double d'une hiérarchisation. Tout à fait, on l'a défini tout à l'heure. Donc il est forcément en bas. Il est en bas. Bon, donc là, on a fait déjà un gros travail en Martinique, mais ailleurs aussi, on a fait un gros travail justement sur cette hiérarchisation. Il y a beaucoup de succès de Noirs pour que progressivement, je pense, on puisse par exemple, enfin bon, ça c'est personnel, mais vous me pardonnerez ça. J'ai eu comme ça en France récemment 2 exemples de personnes qui m'ont pris pour un médecin. Alors, je ne sais pas, enfin, il y avait un marchand de journaux, et puis, dans une gare, un monsieur qui attendait le train comme moi, etc. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose de relativement nouveau. Évidemment, j'avais des lunettes d'intellectuel, et puis j'avais peut-être un cartable, un costume. Il n'y avait pas une aiguille qui disparaissait de la poche. Il n'y avait pas une seringue de stéthoscope. Il n'y avait pas de stéthoscope. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Oui, mais ça veut peut-être dire quelque chose dans un pays à majorité blanche. Oui. Mais ici, dans un pays à majorité noire, appelons un chat un chat. Oui, d'accord. Oui. Cette hiérarchisation existe. Oui. C'est ça votre problème, tous les trois. C'est ça votre problème, c'est que dans un pays à majorité noire,
une partie importante des Noirs sont en bas de l'échelle. Oui, mais non, ce que je veux dire quand même, là, on est quand même en train de changer. Parce qu'il ne faut pas voir les choses comme une photo, il faut le voir comme un C'est clair, film. c'est clair. C'est un film, ça C'est change. clair. Les directeurs de l'aéroport, jusqu'à très récemment, n'avaient jamais été noirs. Les directeurs du port, jusqu'à très récemment, n'avaient jamais été noirs, etc. Effectivement, et rendons grâce à Aimé Césaire et à Camille Darcière d'avoir ouvert des lycées un peu partout sur la Martinique. Oui. Pour permettre justement à cette population d'accéder à l'éducation. Mais là, on parle pendant quelques secondes encore, parce que l'émission est terminée. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour, laissons de côté cette question raciale qu'on a évoquée pleinement, pour que les gens, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur conviction religieuse ou philosophique, apprennent sur un petit territoire comme ça à vivre ensemble. Alors moi, la première chose que je dis, je vais laisser la parole quand même. Sous forme de conclusion, on est d'accord. Oui, je veux dire, il faut aller vers le bien-être, parce que qui dit, en effet, vivre ensemble, dit vivre bien ensemble. Ouais. Bon. Et donc, si on est déjà mieux dans sa peau, on sera mieux avec les autres. Parce que le vivre ensemble, c'est aussi d'abord des valeurs, et des valeurs de tolérance, des valeurs de bienveillance, des valeurs de tolérance, j'ai déjà dit, je crois, de respect. Bon, on n'a pas prononcé ce mot-là. De solidarité. Alors, ça vient après. Ça, c'est le maximum. C'est quand le crayon serait tout en haut. Mais oui, ça vient après. Mais de temps en temps, on a le droit de mettre la charrue avant les bœufs. Mais oui, Tout à fait. et parce qu'effectivement, il y a des moments où la solidarité s'impose et où nous sommes capables de le faire. Ouais. Nous sommes capables de le faire. Et chaque fois que nous sommes capables de le faire, nous avançons dans le bien-être. Parce que ça fait du bien de faire du bien aux autres. Ça fait du bien à soi. Et donc, chaque fois que nous aurons... Mais ça, c'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Non, mais c'est vrai. Il manquait plus que ça. Là, je crois qu'on a fait la boucle. Bon, on va quitter notre palier. Bon. Excellent. Donc, en termes de conclusion, c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est écrit dans le Nouveau Testament. Serge, conclusion sur les remèdes. Ma conclusion sur les remèdes, c'est assumons notre diversité, assumons justement le fait que quelque part, nous sommes ce petit peuple-là, traversé de moult influences, et assumons cela, parce que c'est notre force et c'est notre richesse. Excellent. Ça aussi, c'est un peu biblique, hein. C'est un peu biblique. Bon, Emmanuel ne nous fait pas le coup. Cette fois-là, pas d'Ancien Testament. Non, pas d'Ancien Testament, non. Simplement, dire une chose très simple, c'est que le processus même des 36 heures qu'a initié le professeur Aimé Charles Nicolas est en soi une démarche de vivre ensemble. Quand il a initié, enfin quand vous avez initié ce programme, je me souviens très bien des premières discussions, c'est de dire il faut embarquer tout le monde pour pouvoir ensemble produire quelque chose. C'est assez nouveau en réalité, ça n'a pas souvent été fait. Ouais. Et il faut bien comprendre que derrière les 36 heures, enfin en tout cas moi j'appelle de mes voeux que la totalité de ce qu'on appelle les communautés embarque dans le processus, il faut que tout le monde y participe, et ça serait une vraie démonstration de vivre ensemble par le faire ensemble. Très bien. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission, qui à mon avis restera dans les annales, pas pour la conclusion d'Aimé Charles Nicolas, mais pour l'ensemble des sujets que nous avons traités, et vous me permettrez de lui passer la parole pour un petit message pour tous les gens qui veulent participer à cet événement. Leur rappeler que nous... Oui, en effet. Non, ce que vient de dire Emmanuel est important parce que c'est quand même ce qui a inspiré Martinique 36 heures pour demain en Oufeille. Parce que c'est vrai aussi qu'on a des idées, on a donc des sentiments, on a des émotions. Et là, maintenant, nous allons en Oufeille, nous allons mettre donc en œuvre donc, ce travail ensemble. Et ce que je peux dire, c'est que nous avons déjà fait beaucoup, les gens en témoignent, ceux qui ont participé aux ateliers, témoignent en effet du caractère créatif et de ce qu'ils ont appris. Parce que les mêmes ateliers sont payants
en France. Je vais vous donner les prix. 5 000 € qu'il faut payer pour faire ce que nous faisons ici gratuitement. Ouais. Il y a un institut dont le nom m'échappe, Institut de la libre... je vais vous donner on va mettre là tout à l'heure le nom de cet institut qui est à Paris et qui a des cours justement de ce que nous faisons et qui donc fait payer des ateliers de hackathon, les ateliers de créativité que nous faisons gratuitement avec l'UNESCO. Et donc tout ça pour dire que inscrivez-vous, participez, parce que c'est très bien donc d'être en effet informé, mais c'est aussi vraiment plus important de le faire. Et parce que nous allons faire avancer les choses beaucoup plus rapidement que si nous attendons qu'elles se fassent toutes seules. Et voilà, il faut faire. Très bien. On nous fait. Merci, messieurs. Je vous rappelle que nous avons encore rendez-vous donc les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Et donc, je vous donne rendez-vous notamment pour un exercice de communication qui va durer une journée le 25 septembre, c'est bien ça? Dites-moi si je me trompe. Oui. C'est bien ça, le 25 septembre oui. sur Zouk TV et puis probablement sur RCI. On vous tiendra au courant et puis on vous donnera rendez-vous tout au long de ces mois qui nous séparent de la fin du mois de janvier 2022. Portez-vous bien et surtout, protégez-vous. À bientôt.